Mesdames et messieurs, membres du jury, très chère madame public confinée, merci d'être venus aussi nombreux pour cette plaidoirie sur le sujet suivant, le sexe apaise-t-il les tensions? Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier, alors je vais demander au public le plus fragile, comme les mineurs, les personnes qui ont pleuré devant Bambi, ou encore les derniers électeurs du Parti Socialiste, de bien vouloir arrêter le live. Aujourd'hui, nous allons parler de sexe. Et nous allons tout de suite le décrire. Alors pour vous laisser le temps, bien sûr, de partir de la vidéo, si jamais cela ne vous plaît pas, eh bien je vais donner une image, une définition peu imagée du sexe. Le sexe, c'est faire des choses physiquement tenues avec un ou plusieurs des éléments suivants. Nous avons hommes, femmes, non-binaires, animaux, végétaux, objets, autres jouets ou encore mains. Et oui, j'ai décidé de viser large. Pour ce qui est des tensions, nous avons plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Nous avons les tensions qui sont les problèmes, et nous avons aussi les tensions qui sont, bien sûr, tout à fait de l'ordre du médical. Et pour ça, j'ai un exemple tout trouvé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Félix Faure, et surtout comment est-ce qu'il a terminé? Félix Faure est mort tout simplement à l'Élysée d'une fellation, d'une crise cardiaque. Et oui, ce qui est clairement dans mon top 3 des morts les plus stylés de tous les temps, à mi-chemin avec la personne qui a voulu vérifier la solidité de ses fenêtres en se jetant dedans. Ce sont toutes les deux des histoires vraies. Clémenceau dira à propos de Félix Faure, « L'homme a voulu vivre César et il finit pompé ». Pour cette citation, Clémenceau, j'accorde 69 points à Gryffondor. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler du sexe et du fait qu'il apaise les tensions. Et pour cela, nous allons nous baser sur 3 arguments. Argument numéro 1. Nous allons parler de l'argument scientifique. Je dois vous avouer que dans ma famille, nous avons une sexologue. Et pour vous dire la vérité, c'est ma grand-mère. Dans la catégorie « ma grand-mère est plus stylée que la vôtre », je souhaiterais me nominer. Ma grand-mère m'a dit qu'avoir une activité sexuelle régulière permettait de s'entretenir physiquement, de s'entretenir musculairement, et surtout de prévenir les maladies cardiovasculaires. À moins que l'on ait un certain âge, je vous renvoie vers l'affaire Félix Faure. Le deuxième élément, bien sûr, c'est que lors de l'orgasme, eh bien, nous avons une production de 2 hormones extrêmement importantes, l'ocytocine et les endorphines. Le premier est un antidouleur et le deuxième est un anti-stress. Donc mon premier argument serait le suivant, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Le deuxième argument que je vais nommer argument de la paix sociale ou argument de ma maman, va se décliner de la manière suivante. Je vais bien vous avouer quelque chose. En termes de sexe, disons que j'ai plus la théorie que la pratique. Je suis bien incapable de vous décrire toutes ces choses et de vous parler de manière très personnelle de tout cela. Et en effet, je suis un étudiant en histoire, je ne suis pas Johnny Depp ou encore contrôleur des impôts, je ne suis qu'un humble étudiant en histoire, et donc j'ai décidé de donner toute ma vie aux mamelles nourricières de ma maîtresse éternelle qu'on appelle l'histoire. Cette phrase est extrêmement triste, mais si ça peut me permettre de gagner 2 points sur mon mémoire, moi je le dis, il n'y a pas de petit profit. Alors j'ai demandé à la personne qui me semblait la plus à même de répondre à cette question, ma maman. Et ma maman m'a sorti cette phrase absolument mythique que je garderai à jamais dans ma tête. Le sexe, c'est un peu comme se couper les ongles des doigts de pied. On fait ça une fois par an pour pas oublier comment on fait, et surtout, on le fait pour acheter notre sécurité auprès des autres. Je m'explique. Lorsque nous avons une activité sexuelle et que l'on communique sur celle-ci auprès de nos proches, eh bien cela permet de les rassurer, car nous sommes toujours entre guillemets dans le coup, nous sommes toujours sur le marché, un marché sexuel qui est quelque chose d'assez important, et cela permet de rassurer, cela permet d'apaiser les tensions de nos proches. Donc le deuxième argument est celui-ci. Le dernier, c'est l'argument du travail. J'estime que le sexe permet d'apaiser les tensions au travail, et je vais essayer de le démontrer en vous parlant de pornographie. La pornographie est un sujet extrêmement intéressant, d'autant plus dans le milieu universitaire, que ce soit la sociologie, l'histoire ou encore les mathématiques. De plus en plus de chercheurs se penchent sur la question. Je ne sais pas si vous le saviez, mais par exemple, le site pornographique extrêmement connu qui s'appelle Pornhub, et vous venez de perdre votre monétisation encore une fois, le site pornographique Pornhub donne des statistiques officielles chaque année pour savoir quelles sont les tendances dans chaque pays. Il semblerait par exemple qu'en France, de nos jours, eh bien, on ait beaucoup de tendance à regarder les Japonais.
Moi je ne dis ça, je ne dis rien. Cela permet aussi de savoir quel pays a le plus gros taux de dégénérés et qui recherche sur ces sites fondue savoyarde et femme mûre dominatrice. Je ne cite personne, n'est-ce pas Gabriel? Alors, pour ma part, mon histoire professionnelle avec le monde de la pornographie a démarré l'année dernière et je vais vous expliquer comment. Je me rendais dans mon cours d'histoire antique et je suis arrivé en retard car j'avais une réunion. Lors de ce cours d'histoire antique, il y a eu la distribution des sujets. Le sujet était extrêmement simple, c'était l'art antique, enfin la Rome antique dans l'art. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait des films, il y avait des opéras, il y avait même des mangas et des jeux vidéo. Je suis arrivé le dernier, je suis donc tombé sur le sujet que personne ne voulait. Je suis tombé sur un film assez particulier, je dois le dire. C'est un film de Derek Jarman des années 70 qui s'appelle Sébastiané. Alors je dois vous avouer qu'en termes de cinéma, je suis à peu près le dernier concerné. J'ai en horreur certains membres du cinéma, vous savez, ceux qui disent après avoir vu un film, oh oui, tout à fait, ce film c'est tout à fait Jean-Luc qui fait du Godard, quoi, on peut le dire. Eh bien, ces personnes-là, je les ai tout à fait en horreur, j'aime pas beaucoup le cinéma, et je dois bien vous avouer que ce film fut la toute première fois, comme dirait Jeanne Masse, c'était mon premier film pornographique gay sadomasochiste. Je vous assure que j'ai été noté pour ce film. Alors, le plus intéressant n'est pas le contenu, mais plutôt la manière dont il a fallu le trouver. Je dois bien vous avouer que je n'avais pas Internet, à titre personnel, et donc du coup, j'ai dû travailler dans le seul endroit qui me donne une connexion Internet gratuite, la bibliothèque universitaire. J'ai donc fait mes recherches à la bibliothèque universitaire. Et pour les plus on va dire, curieux d'entre nous, vous savez très bien que ces sites ne sont pas accessibles de la BU. Et quand je parle de ces sites, je parle bien entendu du seul site qui me permettait de voir ce film, qui était encore une fois Pornhub. Je m'y suis retrouvé et donc du coup j'ai été bloqué à plusieurs reprises et donc là j'ai un message tout particulier à donner aux responsables de la BU. Je trouve ça absolument scandaleux qu'un lieu de culture, qu'un lieu de savoir nous empêche d'accéder à nos recherches et nous entrave dans celles dernières. Et moi, je suis prêt à lancer un hashtag FreePorno pour notre biblio, afin de pouvoir nous laisser travailler sérieusement sur des sujets qui sont, ma foi, tout à fait intéressants. Et donc, afin de pouvoir le voir, j'ai appliqué la formule magique de mon youtubeur préféré qui est Morsaille, je cite Pétaleux cousin, et donc du coup je l'ai téléchargé afin de le voir. Je vous rassure, le film était complètement nul. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que la pornographie et surtout la recherche qu'il y avait autour de cela était tout à fait intéressante. Beaucoup de personnes travaillent sur ces questions-là. Et donc je dois vous avouer que travailler sur ce sujet m'a tout à fait épanoui et donc m'a apaisé. Et donc c'est comme ça que je vais donner mon dernier argument. J'estime que le sexe, au travers des recherches, est un élément qui est tout à fait capable de nous apaiser. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Mon estimé contradicteur vient de tenter de vous démontrer que le sexe apaiserait les tensions. Permettez-moi d'émettre quelques doutes sur cette analyse. La langue française comporte environ 64 000 mots. Le Kama Sutra, lui, ne comporte que 64 positions. Bon, peut-être 66 si l'on est inventif. Alors entre les mots, la parole, la communication et le sexe, lesquels sont les plus susceptibles d'apaiser les tensions? L'acte sexuel posséderait-il réellement ce pouvoir? Madame la députée, chère présidente du jury, mesdames, messieurs les jurés, cher public virtuel, monsieur Turc, cher contradicteur, je m'en vais vous contredire, mais n'y voyez point de tension, votre proposition de résolution ne trouvant pas sa place dans cette assemblée. Derrière le mot sexe, nous mettons tous, plus ou moins, la même chose et les mêmes pratiques. Il n'en est pas forcément de même pour les tensions. Si les problèmes de tension artérielle trouvaient leur solution dans une pratique sexuelle régulière, je vous laisse le soin d'apprécier, Madame la Présidente, les ordonnances que certains de vos patients seraient amenés à déposer sur le comptoir de votre officine. Cette tension-là ne trouvera donc pas par cette méthode une quelconque résolution. Plus sérieusement, nous allons nous attarder sur les aspects humains et relationnels et ce que serait cette panacée. L'axiome de départ de ce sujet étant qu'il existe des tensions, nous pouvons supposer être au minimum deux. Et que donc, tels des bonobos, nous pourrions réduire les dites tensions par une relation intime. Permettez-moi encore d'émettre quelques réserves sur l'envie réciproque de toutes les parties prenantes de se livrer à ce type de jeu dans un tel climat. Passé la question du nombre et de l'ambiance, il n'en reste pas moins celle de l'orientation des protagonistes. Et si le sexe était réellement la clé de toute tension, alors je plains les asexuels, condamnés à vivre dans la tourmente et le conflit permanent. Donc, si par chance nous arrivions à isoler deux personnes, entre lesquelles des tensions existent, mais qui pourraient néanmoins
apte à se glisser sous la couette. Nous allons nous attarder maintenant sur les résultats potentiels. Nos deux protagonistes ressentent alors un soulagement et une certaine détente due aux hormones que l'acte produit, ocytocine et dopamine. Mais à la redescente du 7e ciel, lorsque les taux chutent aussi, les problèmes sont toujours là. Ils attendaient au rez-de-chaussée. Alors, je n'avais jamais fait le lien entre une relation intime et la procrastination. Mais quelque part, penser résoudre des tensions de cette façon, n'est-ce pas un peu remettre à demain ce que je ne veux pas affronter aujourd'hui ? Personnellement, je pencherais plus pour une discussion à tête posée que jambes en l'air. Ce qui n'empêche en rien une suite ne pouvant être que meilleure puisque n'étant plus à visée thérapeutique. Lors de conflits, la situation est assez différente d'un point de vue féminin ou masculin. Si pour l'homme, la querelle ne tarit pas le désir et parfois même l'attise, il n'en est pas de même pour la femme. Ceci n'est pas une vue de mon esprit, mais le résultat d'une étude réalisée par l'équipe du professeur Joel Wade de l'université Bucknell en 2017. L'étude s'est faite en 2 parties. Il a d'abord été demandé à des hommes et des femmes, au moyen d'un questionnaire en ligne, de proposer des actions précises qu'ils réalisent afin de se réconcilier avec leur partenaire après une dispute. Ces réponses ont été regroupées par les chercheurs en 21 catégories de comportements de réconciliation possibles. Ces catégories ont été présentées à un autre groupe afin de déterminer quelle méthode était préférée ou considérée comme les plus efficaces. Il a été constaté que les hommes, contrairement aux femmes, considèrent comme plus efficaces les faveurs sexuelles. Selon le professeur Wade, ces résultats sont cohérents avec les études précédentes qui ont montré que les hommes préfèrent un ou une partenaire sexuellement accessible. Les femmes ont tendance à considérer les pleurs et les excuses comme plus efficaces pour résoudre les conflits. Toujours selon le professeur, cela pourrait être parce que les femmes considèrent les partenaires masculins qui le font comme étant en contact de leurs émotions. Les larmes sont perçues comme un signe honnête de chagrin et témoignent de la volonté du partenaire à s'investir dans la relation. Alors elle a dû être ardue votre tâche, monsieur, dans un concours de rhétorique et d'éloquence, d'y faire l'éloge de solutions non verbales. Alors que ce qui nous réunit ici, aujourd'hui, c'est la passion du langage, de l'écriture et quelquefois du bon mot. Ce sont ces mots qu'il faut mettre en valeur lors des tensions. On ne peut que mieux comprendre son partenaire ou l'adversaire en conversant avec celui-ci. Enfin, prenons les 3 grands piliers de la vie. L'histoire, la science et les séries B. L'histoire me donne raison. Il est difficile d'imaginer une solution d'ordre sexuel pour résoudre les tensions russo-américaines en 1948. De même, si dans la nuit du 23 au 24 octobre 1940, Adolf Hitler avait fait stationner son train privé dans un tunnel condamné par l'occasion, je ne pense pas que cette installation ait été mise en place pour cacher une quelconque relation coupable. À part la légende de César et Cléopâtre, peu d'armistices furent signés sur un oreiller. En réalité, dans l'histoire, le sexe, lorsqu'imposé et non consenti, fut, et est malheureusement toujours, une arme de guerre des plus destructrices. Ce n'est qu'en juin 2008 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a qualifié le viol de crime de guerre, crime contre l'humanité et crime constitutif du crime de génocide. C'est le stigmate social et l'omerta autour du viol qui rend cette abomination d'autant plus destructrice. Prenons un exemple dans notre propre ville. En 1945, après la fin de la guerre en Europe, Le Havre est rempli de soldats américains en attente d'être rapatriés dans leur pays. C'est alors que des habitants écrivent au maire que certaines femmes ont été attaquées, violées, et qu'il s'agit, je cite, d'un régime de terreur imposé par des bandits en uniforme. Un propriétaire de café du Havre témoigne « Nous nous attendions à des amis qui ne nous feraient pas honte de notre défaite. Au lieu de cela, il y eut seulement l'incompréhension, les mauvaises manières et l'arrogance des conquérants. » Un résident déclare qu'avec les Allemands, les hommes devaient se camoufler, mais avec les Américains, nous avons dû cacher les femmes. Selon l'historien Robert Lilly, il y aurait eu 3500 viols commis par des soldats américains en France entre juin 1944 et la fin de la guerre. Pour ce seul mois de juin en Normandie, 175 soldats américains sont accusés de viol. Nous conviendrons que ces pratiques ne relèvent plus du sexe, mais de la domination et d'une prise de pouvoir sur le corps de la femme. La physique elle-même, avec sa rigueur démonstrative, me donne une nouvelle fois raison. La tension est une force qui agit de manière à écarter, à séparer les parties constitutives d'un corps. Comment pouvez-vous espérer rapprocher 2 corps entre lesquels s'exerce une force contraire, les poussant à s'éloigner l'un de l'autre ? Attirant ces tensions se suffisent à eux-mêmes pour expliquer la vacuité de cette solution. Seul le cinéma pourrait sembler donner raison à mon contradicteur. Ils sont légion, les héros des écrans, petits et grands, qui trouvent un remède aux tensions par le biais ici étudié. Mais ces représentations cinématographiques ne sont qu'à visée romanesque et ne cherchent pas à refléter la réalité. J'en veux pour preuve le cinéma réaliste d'un Truffaut ou d'une Agnès Jaoui, où les protagonistes ne semblent pas trouver de grandes solutions à leurs tensions, malgré les nombreuses tentatives de rapprochement.
Et épargnons-nous les films à l'eau de rose pour adolescentes où les bad boys vêtus de vestes en cuir soufflent le chaud et le froid. Oh oui, Jason, emmène-moi sur ta moto, allons à la plage et chopons une mycose. Et si justement le sexe était générateur de tension? Bienvenue, chlamydia, chaude-pisse, sida et syphilis. Le monde des IST et MST regorge de petits noms tout mignons que l'on n'espère jamais entendre sortir de la bouche de notre médecin. Et l'éternel combat, tu vas vraiment garder tes chaussettes? Pour finir, chers contradicteurs, tel Ovide au 1er siècle déclarant « post coitum anima tristis », j'ai eu beau analyser sous tous les angles cette question, à part soulager une tension propre à la jante masculine, je n'ai pu trouver une quelconque autre conclusion à cette hypothèse. Hypothèse que je permettrai de qualifier de machiste et dépassée à l'image de l'homme à l'origine de cette citation. Très chère madame, du coup je vous ai écouté avec attention et je dois dire que, de par votre discours, vous m'avez prêté des propos que je n'ai jamais dit. Petite liste. Dire que le sexe apaise les tensions, ce n'est absolument pas dire que c'est la seule manière d'apaiser les tensions. Je ne pense pas que j'ai prétendu dire cette chose à quelconque moment. Vous avez dit aussi que le fait de copuler permettait d'abaisser les tensions, mais que ce n'était pas définitif. Je n'ai jamais dit le contraire. Bien entendu, lorsqu'il y a un conflit sous-jacent, ça peut permettre tout simplement de faire un petit break dans la dispute, puis après on peut retourner à nos occupations premières. Je n'ai jamais dit le contraire, encore une fois. Ensuite, vous avez opposé la communication au sexe. Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec cette analyse. À mon humble avis et mon humble expérience, je pense que la communication est quelque chose d'absolument essentiel, même pendant l'acte. On se doit de communiquer, même si tout le monde n'apprécie pas la chose, on se doit de communiquer avec son partenaire. Ne serait-ce le fait de savoir si en effet cette personne a potentiellement des infections, des maladies, comme vous avez dit, ça permet d'empêcher un certain nombre de désagréments, comme vous l'avez dit. Ensuite, vous avez dit que... oui, vous avez du coup cité les pratiques qui s'étaient passées pendant la Seconde Guerre mondiale, ce point sur lequel je vous rejoins tout à fait, et j'irai même plus loin. Je dirais que pour certains Américains, on leur a signifié à tout moment que la France était constituée de charmantes jeunes femmes qui n'attendaient finalement que ça. Et donc du coup, finalement, les Américains ont pris au pied de la lettre ce qu'on leur avait vendu. Je vous renvoie vers beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits, comme la bataille de Caen, qui n'est pas considérée comme une bataille de libération, mais véritablement comme une bataille de conquête. La France a été à conquérir. Les femmes, du coup, étaient un objectif malheureusement comme un autre. Cela du coup conclut ma contre-plaidoirie. Vous m'avez donné énormément de propos que je n'ai pas dit. En effet, je souhaitais simplement montrer que le sexe apaisait les tensions. Je n'ai jamais dit que c'était une solution ultime à toutes les tensions. Je vous remercie. Effectivement, le sexe ne peut être qualifié de solution ultime. Vous avez dit vous-même être très peu expert dans la chose. Je vous crois volontiers, je n'irai pas la contredire. Mais non, je sais que vous ne l'aviez pas présenté comme une solution ultime, mais vous en parlez comme justement mettre un break dans la dispute, dans les tensions. Je suis d'accord, mais n'est-ce pas enterrer le problème? C'est-à-dire on creuse notre propre tombe, nous mettons les tensions à l'intérieur et nous n'en reparlons plus. Dans la plupart des relations, je pense que cela finit comme ça, ce que je trouve assez dommage. Justement, nous devons en parler, nous devons poser les choses sur la table, et je pense que le fameux sexe, puisqu'au final il est question de ça dans cette plaidoirie, ne peut être que meilleur à la fin de la dispute plutôt qu'en plein milieu.